Bonjour à tous, c'est une option que les députés du Bloc républicain assument pleinement et en toute responsabilité. La proposition de loi déposée au Parlement pour corriger les inégalités soulevées par la Cour constitutionnelle n'est pas un acte solitaire. Chaque partie prenante à ce processus est appelée à apporter sa pierre à la tenue d'élections générales apaisées en 2026, ainsi que le souhaite le peuple béninois, les acteurs politiques avec. L'invité du jour de votre émission News Deal, c'est politique, vient repréciser la démarche des députés du Bloc républicain. Pas d'acte solitaire, aucune action isolée, donc pas de cabale justifiée. Nathalie Soukouekpe, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-président du Bloc républicain, député UEMOA, président du sous-comité politique, commerciale, douanière et fiscale du comité interparlementaire de l'UEMOA. Merci d'être en plateau avec nous. Merci. News Deal, c'est avec Axel Manavalo. Axel, bonjour. Bonjour Eman, bonjour également à l'invité. Bonjour. Nathanaël Soukouekpe, bonjour et bienvenue dans nos locaux. Merci, merci. Alors, je vous fais tout de suite ma toute première question. Nathanaël Soukouekpe, dites-nous, que doit-on comprendre de la proposition de loi portant sur le code électoral et la constitution faite par un des vôtres du parti Bloc républicain? Merci, chers amis journalistes. Merci de me recevoir sur le plateau de UFA Télévision ce week-end. C'est une occasion pour moi de revenir sur un certain nombre de polémiques qui alimentent aujourd'hui l'opinion. Et je dois avouer que au groupe comment on appelle, parlementaire et Bloc républicain, il y a une solidarité qui nous caractérise. Vous savez, il y a la Cour constitutionnelle par la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 qui demande à l'Assemblée nationale de revenir rétablir l'égalité au niveau des parrainages pour 2026, surtout en ce qui concerne les maires. Suite à cette décision, le président de la République, chef de l'État, père de la nation, a souhaité rencontrer les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et les trois groupes parlementaires que nous constituons à l'Assemblée nationale, chaque groupe a été reçu par le président de la République le lundi 22 janvier dernier. Nous, au niveau du Bloc républicain, nous avons été reçus au même titre que les deux autres groupes parlementaires, c'est-à-dire le groupe parlementaire Les Démocrates et le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Nous, à la rencontre avec le président de la République, il a voulu savoir la position de notre groupe parlementaire par rapport à cette décision de la Cour constitutionnelle qui nous demande une relecture du code électoral. Nous, notre parole, qui est notre président du groupe parlementaire, l'honorable Hassan Seou, a expliqué la position du Bloc républicain. Et cette position veut que nous, que ce soit les députés de la 9e législature et les maires actuels qui parrainent les duos de candidats aspirant au fauteuil de président de la République à partir de 2026. Et il est allé plus loin le jour-là du président de la République que nous, si cela ne suffisait pas, on peut aller jusqu'à penser une possible relecture de certains articles au niveau de la Constitution. Après là-bas, nous nous sommes vus pour un débriefing, on a fait le débriefing. Mais le président du groupe parlementaire a pensé que rapidement il faut introduire une proposition de loi devant modifier certains articles de la Constitution, mais pas pour toucher les fondamentaux. C'est comme ça qu'il a introduit la proposition de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990, modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019. Mais lorsqu'il a pensé au projet de cette proposition de loi, il nous a réunis, nous députés du Bloc républicain, pour nous dire son intention. Alors, une précision d'abord, vous confirmez donc que le lundi 22 janvier 2024, quand le chef d'État vous a reçu, très clairement, votre porte-parole, l'honorable Hassan Seou, avait émis déjà le souhait du PR qu'on puisse retoucher des dispositions de la Constitution. Je le confirme parce que c'est lui qui était notre porte-parole. Il a dit, après nous avoir donné la position du parti, il a dit qu'on pourrait, à l'avenir, envisager même
retoucher certains articles de la Constitution pour quand même harmoniser le code électoral étant une conséquence de la Constitution, pour harmoniser le code et comment on appelle, la loi fondamentale. C'est-à-dire donc cette proposition de loi qu'il a déposée n'est pas venue comme un cheveu sur la soupe. Non, je pense que ce n'est pas un acte totalement isolé. Quand vous lisez bien entre les lignes, ce n'est pas un acte isolé. Parce que lorsqu'il a pensé cela, après notre rencontre avec le chef de l'État, il a réuni il a eu le projet de proposition là. Il a réuni nous les députés du bloc républicain pour nous dire son intention de déposer cette proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale. Donc vous en étiez informé? On était informé avant qu'il ne dépose. Nous devons être justes dans nos différentes positions. Aucun acte n'a été alors solitaire, c'est ce que vous voulez souligner? Non, je le confirme, ça n'a pas été solitaire, même si l'initiative est venue de lui. Nous avons en amont été informés avant qu'il ne dépose. Ouais, mais il y en a qui pensent qu'en tant que président parlementaire, qu'il ne suffisait pas que le seul dépose cette position, que vous aurez dû peut-être... Trois ou pour tout le groupe? Ce n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Des prérogatives d'un député d'initier une proposition de loi. Ce n'était pas nécessaire. Pourquoi tout le monde va accompagner ça? Tout le monde n'a pas besoin de signer avant qu'il ne dépose. L'essentiel, c'est que nous avons été informés en amont avant qu'il ne dépose. Et le jour-là, il nous disait que, avant de déposer même, il veut que cette modification soit faite de façon consensuelle pour que tout le monde se sente concerné au niveau du Parlement. Donc, il a, avant de déposer, consulté le président, informé et consulté le président du groupe parlementaire et UPL Renouveau, et le président, et le président, il a consulté aussi le président du groupe parlementaire, les démocrates. Voilà, avant de déposer. Mais nous avons appris au lendemain de ce dépôt-là que les gens interprètent à tort avec eux, il fait un acte solitaire, personne n'a été informé. Bon, jusqu'au lendemain du dépôt de cette proposition de loi, nous avons été reçus par le président de notre parti qui a voulu en savoir davantage. On l'a informé qu'on était informé avant qu'il ne dépose. Suite aux polémiques que voilà, a soulevé ce dépôt-là, oui, de votre parti, oui, nous a reçu. Nous a reçu pour savoir si c'était une démarche solitaire ou c'était une démarche consensuelle. Et nous avons expliqué au président de notre parti politique que c'était une démarche que nous connaissons avant que le président et l'honorable Hassan n'aille déposer. On l'a informé. Et juste après, le président s'est revu encore. Et il y a une unanimité totale autour de cette proposition. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette guerre cette cabale qu'on remarque également un peu sur les réseaux sociaux, faisant état de ce qu'il y a une frange qui a été exclue donc de cette manière de cette initiative. Au niveau du bloc républicain? Au niveau du bloc républicain. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Quel député du bien aujourd'hui dira qu'il n'était pas associé, il n'était pas informé avant que le dépôt là ne soit fait? Mais après le dépôt de la proposition de loi, on s'est revu, comme je vous le disais, après la rencontre avec notre président du parti, le ministre d'État Abdoulaye Diop-Tchane. Nous nous sommes revus encore le mercredi dernier, on a échangé. Il y a un engagement d'accompagner, il y a un engagement de tous les députés du bloc républicain d'accompagner ce processus-là dans un esprit de consensus, devant impliquer les autres députés, LD et, comment on appelle, Union progressiste, le renouveau. Mais quand moi j'apprends, comment on appelle, sur les réseaux sociaux, les gens écrivent qu'il y a les fondamentaux du bloc républicain qui ont été violés, rien n'a été respecté. Je me demande que si ceux qui parlent ainsi raisonnent comme ça, est-ce que c'est ce qu'on appelle député, les prérogatives d'un député? Ce n'est pas parce qu'on est comment on appelle, BR, qu'avant qu'un député n'initie une proposition de loi, il doit informer le parti, c'est faux. Maintenant, et aussi, pour aller plus loin, quel est l'article des textes fondamentaux que les gens évoquent dans les forums? Quel est l'article du bloc républicain qui fait obligation aux députés, avant de déposer une proposition de loi, de consulter les instances du parti? C'est pas vrai. Ça c'est de la méconnaissance des textes même du parti. Pour une initiative comme ça qui engage le parti à un niveau aussi haut, aussi supérieur, qu'il fallait convoquer d'abord les instances du parti. Non, aucun article de nos textes fondamentaux au niveau du bloc républicain ne l'exige.
ceux qui disent ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas réellement du bloc républicain et ne connaissent pas les tests du bloc républicain. Si vous êtes un vrai militant, vous êtes censé connaître les tests fondamentaux qui régissent votre parti et vous en approprier. Et bien, quand les gens écrivent qu'il y a violation, les gens écrivent que... Ah, ça, non, ça là, c'est... Honorable Sokouepe, dites-nous, aujourd'hui, dans le commun des Béninois, on semble toucher aux fondamentaux. Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce que vous pouvez vous expliquer face à ce... Je pense que les rumeurs qu'alimentent les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont pas fondées. Le 22 dernier, lorsque nous étions en séance avec le président de la République, au palais de la présidence, il avait dit, si vous pensez aller toucher la Constitution, ne touchez pas les fondamentaux. Si vous touchez les fondamentaux, vous ne m'aurez pas avec vous. Ne le faites pas, parce que moi, je ne suis pas demandeur d'un troisième mandat et je n'en veux pas. Il a été clair. Il a été clair. Mais quand les gens disent que si vous enlevez une virgule, vous modifiez une virgule dans la Constitution et que c'est déjà, on tombe déjà dans une nouvelle république, je pense que ceux-là, ils sont en train d'abuser de, comment on appelle, de l'ignorance de nos populations. À la base, vous dites que, attention, on est vers la fin du mandat du président de la République. Si maintenant vous acceptez qu'il touche, ou bien si on accepte qu'on touche la Constitution, c'est pour avoir un troisième mandat. Le président de la République, Patrice Talon, ne veut pas d'un troisième mandat. Et nous-mêmes, nous sommes conscients qu'on ne peut pas l'accompagner dans ce projet-là, d'un troisième mandat. Donc, par rapport aux fondamentaux, c'est clair, il n'y a rien qui concerne les fondamentaux. Si vous-même, en tant que journaliste, vous prenez la proposition de loi, là, le contenu, vous verrez que ça n'a rien à voir. Vous allez nous aider à comprendre ce contenu-là, donc il nous dit clairement de quoi il s'agit. Voilà. Cette proposition de loi. Vous savez, dans la Constitution modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, a parlé de l'alignement des élections, d'une année électorale. Oui. Donc, les élections générales. Dans cet esprit d'organiser les élections générales, on a mis en avant le problème qui se pose actuellement. On a mis en avant l'organisation des élections législatives et communales avant les élections présidentielles. Maintenant, on voit aujourd'hui que ça pose problème. Et c'est comme ça, un de nos concitoyens a saisi la Cour constitutionnelle qui a vu que sa requête-là, effectivement, est fondée. Il faut demander à l'Assemblée nationale de corriger cette injustice-là. Parce que, tel que c'est là, vous savez, on doit aller aux élections le deuxième dimanche. Les élections générales vont commencer le deuxième dimanche du mois de janvier 2026. Les députés seront installés le deuxième dimanche du mois de février. Et les maires seront installés les élus communaux seront installés entre le premier dimanche et le troisième dimanche du mois de février. Les candidats aux élections présidentielles auraient déjà déposé leur dossier avant la fin de l'installation des élus communaux. C'est là où le problème fondamental se pose. Et la Cour a demandé de rétablir l'égalité entre les parrains. C'est-à-dire de donner la chance à tous les parrains de parrainer. Et pour donner la chance à tous les parrains, voilà que le dernier délai pour le dépôt des candidatures des duos présidentiels le dernier jour là on doit avoir un délai de 50 jours entre le démarrage des campagnes et le dernier jour du dépôt des dossiers. Ça veut dire voilà, il y a un temps. Donc ça veut dire que certains maires ne pourront pas parrainer. Donc au niveau du bloc républicain, on dit que tel que c'est là, il faut inverser maintenant. Il faut inverser et organiser les élections présidentielles. Parce que quand vous prenez on est dans un régime purement présidentiel, consacré par la Constitution. On est d'accord. C'est l'élection majeure au niveau du pays, peut-être, parce que c'est ça qui détermine la politique générale de tout du développement. La plénitude des pouvoirs consacrés dans les mains du président de la République organise la société, en un mot. Ça veut dire que nous avons pensé qu'il faut maintenant faire les élections présidentielles, il faut inverser.
faire les élections présidentielles avant de faire les élections législatives et communales. Et comme ça, dans la proposition de loi qui est déposée au Parlement, nous avons proposé qu'il faut faire les élections présidentielles le premier dimanche du mois de février. Si au cas où il y aura un second tour, on fait le second tour le 4e dimanche du mois de février pour installer le président de la République le 2e dimanche du mois de mars. Comme ça écoute encore le mandat du président actuel de 2 mois, de 60 jours. Il faut être quelqu'un qui a la tête, un président de la République qui a la tête sur les épaules pour accepter ça. Mais, confidence pour confidence, le président de la République, il est prêt pour faire ce sacrifice-là au nom de la cohésion nationale. Il est prêt pour que le président qui sera élu rentre déjà dans ses fonctions et lui va devenir ancien président. Vous avez suivi l'ancien président Boni a dit qu'en 2026, on aura d'avoir 3 présidents. Le Bénin aura la chance d'avoir 3 anciens présidents. Il y a notre pépé Soglo, il y a lui-même, et il y aura le président de 6 Patrice Talon. Ça là devait mettre tout le monde en confiance et les gens doivent cesser d'alimenter ces polémiques-là pour intoxiquer. Vous voyez? Donc c'est comme ça que nous on avance vers la réalité des choses. Voilà. Alors, honorable Sokwekwe, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui on peut toucher au code électoral sans toucher la Constitution? De notre position, il faut aller toucher la Constitution pour l'arrimer avec le code électoral. Pour aller corriger le code électoral. Et pourquoi? Oui, c'est ça que j'ai dit, l'inversion des élections souhaitée par la proposition de loi, ne touchant pas aux fondamentaux. Si on inverse ici, il faut aller corriger le code électoral pour donner la même chance, l'égalité des chances à toutes les élections présidentielles avant. Si, vous voyez, si on va se toucher seulement au code électoral sans pouvoir toucher à la Constitution, sans pouvoir toucher la Constitution, le même problème va se poser à la longue. C'est ça que nous manquons de dire honnêtement à nos populations. Ce n'est pas parce que nous sommes vers la fin, à 2 ans de la fin du mandat du président Patrice Talon, qu'en touchant la Constitution, aujourd'hui, on va penser que c'est pour lui donner un 3e mandat. Ce n'est pas pour lui donner un 3e mandat. C'est pour régler un problème et régler un problème de façon définitive. Une fois pour toutes. Vous voyez? Donc, les polémiques d'alimenter, attention, si on enlève une virgule, c'est faux. Ils savent, ceux qui disent que si on enlève une virgule, on tombe dans une nouvelle république, savent bien pourquoi depuis 2019, où nous avons modifié la loi fondamentale là, on n'a jamais agité quelque part qu'on est dans une nouvelle république. Eh bien, pourquoi? Ils savent bien que ce n'est pas vrai ce qui se dit. Il y a ceux qui pensent également que la proposition de loi déposée en ce moment au Parlement n'est peut-être pas la dernière monture, n'est pas la dernière version, et que si jamais ils acceptaient ça, on pourrait avoir une autre monture qui passe en dessous et que voilà. Ça, c'est des intentions qui sont prêtées, qui ne sont pas fondées, qui sont prêtées et à l'initiateur et à tout le groupe qui le soutient. Parce que, vous savez, la proposition de loi a déjà été affectée le mardi dernier à la commission de loi par le président de l'Assemblée nationale. Mais la mouvance seule n'est pas représentée aujourd'hui au Parlement. Vous savez qu'il y a les LD là, ils sont 28. Sans eux, on ne peut pas faire cette révision-là. Vous êtes d'accord? Vous convenez avec moi? Ouais. Donc, au cours des travaux en commission, s'il y a un amendement autre que ce qui est contenu dans la proposition de loi, qui porte en torse au bon fonctionnement de la République, les LD sont là pour nous couper les ailes. Non, comprenons-nous. Parce qu'à nous seuls, on ne peut pas le faire. Même si tous les députés de l'UP le renouveau s'ajoutent à nous, on fera 81, ça ne fera pas l'affaire. On est d'accord. Ouais. Par rapport d'abord à la recevabilité, il faut composer à tout prix avec il faut composer à tout prix avec les LD. Donc quand les gens disent que oui, si le contenu de la proposition de loi, c'est pas ça, le contenu de la proposition de loi, c'est pas ça, il faut encore, à la commission là, il y aura des amendements qui vont venir, de nouveaux amendements dans lesquels aucun amendement ne viendra porter préjudice à ce qui est établi actuellement. Il faut qu'on se
fasse un minimum de confiance. Et on sait qu'on est dans la même République. Et la commission des lois a été saisie, d'accord, sur le fond. Mais nous, les autres commissions, les 4 autres commissions ont été saisies pour avis. Ça veut dire que c'est un travail qui va prendre en compte tous les députés à travers leurs avis et amendements. Mais qui va accepter aujourd'hui qu'on touche aux fondamentaux? Est-ce que le silence observé au lendemain du dépôt de cette proposition de loi n'a pas aussi contribué à alimenter la polémique? Parce que l'explication que vous avez donnée tout à l'heure, ça a manqué à l'opinion. Oui, il faut pas devancer les choses. Et selon vous, il faut donner ces explications avant de... Il faut communiquer justement. Il faut communiquer autour. Donc, ensemble, on va le faire. Même si on a accusé de... Mais il faut... Ça fait une semaine environ que c'est déposé. Oui, mais il faut reconnaître aussi que c'est allé très vite. Ceux qui alimentent ces polémiques-là au niveau de l'opinion aujourd'hui, qui font croire l'opinion, si vous les lisez bien, qui font croire l'opinion que nous sommes dans une mauvaise fortune, dans une mauvaise aventure, vous allez voir que ceux-là étaient déjà en train d'alimenter ces polémiques-là avant même le dépôt. Ils avaient même annoncé que c'était déposé, alors que rien de tout ça n'y était. Donc, aujourd'hui que nous nous retrouvons en face de la réalité où nous devons, tout le monde doit contribuer, il faut qu'on s'asseye et puis au niveau de la commission, et que les amendements, il n'y aura pas d'autres amendements. Moi, je vous rassure, il n'y aura pas d'autres amendements qui vont venir changer, bouleverser les choses. Non. Alors, à votre avis, honorable, vous pensez aujourd'hui que les choses peuvent se passer comme de façon aussi simple que ça? Non, je ne le pense pas, parce que les autres groupes parlementaires aussi, ont leur avis à donner sur la question. J'ai dit tout à l'heure que le président du groupe parlementaire a consulté les 2 présidents des 2 autres groupes parlementaires avant le dépôt. Ouais. Maintenant, il faut que l'UP, le renouveau, eux aussi, ils soient imprégnés du contenu. D'accord? S'accordent. Il faut que le parti, les démocrates, aussi soient imprégnés du contenu et s'accordent. Et comme ça, ça peut aller. Nous, on n'est pas allé pour faire forcer main, on est allé dans un esprit de consensus autour de la question. C'est pourquoi j'ai dit, tout le monde devait se sentir normalement à l'aise. Vous savez pourquoi? Non. À la 8e législature, on avait dit que Parlement monocolore. Aujourd'hui, on n'est plus Parlement monocolore. On a un Parlement où l'opposition, la minorité de blocage est là. Bon, d'accord, si on ne se retrouve pas dedans, faut pas. Il n'y aura pas un amendement qui va venir compliquer les choses. Non, il n'y aura pas ça. Est-ce que vous pensez que lors de l'amendement de cette proposition de loi et touchant également la Constitution, est-ce que vous pensez que ça pourrait passer aussi facilement que ça, surtout quand vous voyez que les démocrates sont là avec vous? Et oui, c'est pourquoi j'ai parlé d'un esprit de consensus. D'un esprit de consensus. Prendre consensus et connaissance du contenu et voir qu'il y a des trucs dedans qu'il faut ensemble avec nous revoir. Ensemble, nous, on est ouvert totalement. Et le groupe parlementaire du Bloc républicain est totalement ouvert pour que cette proposition de loi connaisse un aboutissement heureux. Alors, au cas où... Vous savez, oui, quand les gens ont l'inquiétude de dire « Oh, attendez, si vous touchez à une virgule de cette Constitution, c'est pour garantir, assurer, qu'on appelle un 3e mandat au président de la République. » Mais le jour où le président de la République nous avait reçu, lundi 22, il nous avait dit, même s'il faut mettre un article quelque part là, pour dire que le président en exercice ne sera plus jamais, à l'occasion de la révision là, ne sera plus jamais candidat aux élections présidentielles, il faut le mettre. Il a dit ça. Un grand homme d'État. Il y en a qui pensent que quand on atteint un peu la fin de ce mandat en Afrique, on essaie d'amadouer un peu le peuple, modifier les choses et tout, et qui pensent donc que oui, une révision de la Constitution pourrait être de nature à offrir un 3e mandat à Patrice Talon. Nous devons comprendre que Patrice Talon n'est pas dans cette posture. Nous devons le retenir. S'il était dans cette posture... Et si par hasard, je viens. Par hasard, qui reste. Attendez. Patrice Talon, le président Patrice Talon n'est pas dans cette posture. S'il était dans cette posture, avec la loi et avec la Constitution modifiée en 2019 par nous, il n'avait pas besoin de ça. Il allait commencer par manipuler l'opinion depuis pour se formater un 3e mandat. Mais, comprenez, il n'est pas dans ça. Même s'il y a une catégorie de députés qui le souhaitent, il va refuser.
C'est un homme rigoureux, tout le monde le connaît. Oui, mais on a vu quand même des chefs, on ne veut pas prêter d'intention au chef de l'État, mais on a vu quand même d'autres chefs d'État de la sous-région qui sont quand même restés dans cette posture-là. C'est normal qu'il y ait donc cette substitution au niveau donc de la population. Pour le cas de Ouattara, quand on prend par exemple le cas de Ouattara, au Sénégal, où ça a raté justement de peu. Il n'y a pas de règle sans exception. Le Bénin reste le Bénin. La Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, le Sénégal est le Sénégal. Le président Patrice Talon fait un vrai démocrate et fait exception à cette règle-là. Quand les gens manipulent un peu la Constitution dans les autres pays, ils pensent que déjà c'est une garantie pour s'éterniser au pouvoir. Lui, il a déjà pris connaissance du pouvoir, il sait ce que vaut le pouvoir. Son souci, c'est de construire le Bénin. D'accord? Construire le Bénin, quel que soit celui qui sera là, construire le Bénin. Ok. Alors, honorable, aujourd'hui, vous êtes face à la population. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population pour l'apaiser? Parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'il y a cette voix qui s'élève aujourd'hui pour dire non, non et non. Bon, d'abord, avant de lancer un appel à la population, je voudrais demander aux différentes voix qui s'élèvent pour dire non, non aujourd'hui, de laisser tomber leur position. Parce que tout est clair, de laisser tomber, de prendre connaissance de la proposition de loi qui est déposée. Et de s'aligner, de bien vouloir s'aligner derrière ça. Et de cesser, parce que aujourd'hui, le personnel politique que nous sommes, d'accord, la société civile qui organise, qui joue son rôle, les partis politiques et autres là. Mais on doit pouvoir se faire un minimum de confiance pour dire que allons vers l'essentiel. Aller vers l'essentiel là, c'est trouver une formule consensuelle pour valider, pour demander les différents instants des partis politiques représentés à l'Assemblée, demandent à leurs, comment on appelle, députés d'accompagner. Est-ce que vous comprenez facilement cette position du Parti démocrate, alors que vous avez évoqué dès le début qu'il y a eu une sorte de consensus recherché par le président du groupe parlementaire qui a consulté le président du parlementaire UP, le Renouveau et le président du parlementaire des démocrates. Comment est-ce que vous comprenez la position des démocrates aujourd'hui? Parce qu'ils se disent non, on ne veut pas de la Constitution. Non, ça c'est les députés, le débat se fera à l'Assemblée. À l'Assemblée. Et pour que chaque position soit clarifiée. Vous savez, aujourd'hui, il y a des fausses rumeurs qui sont alimentées dans l'opinion et par un certain nombre. Et même les gens qui ne connaissent pas le contenu de la proposition de loi déposée disent jamais réviser la Constitution. Les gens qui ne connaissent même pas un seul article de la Constitution disent on ne doit pas réviser la Constitution. Les gens qui ne connaissent même pas le rôle d'un député disent jamais un député ne doit pas déposer la proposition de loi. Est-ce qu'il a consulté son parti? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça? Que les gens cessent l'intoxication, retiennent simplement que le bloc républicain, dans une démarche de consensus, veut qu'on fasse mieux les choses, qu'on fasse au mieux les choses, et que la Constitution qui va, comment on appelle, si on arrivait, d'accord, à la modifier, va pouvoir pérenniser les acquis. Pérenniser les acquis, les fondamentaux vont rester. Et puis les lois, surtout au niveau de l'organisation des élections, seront mieux organisées pour le mieux-être de nos populations. Parce que quand vous savez, quand il y a une loi électorale qui pose problème, qui fait objet de polémique, tout ce que ça peut engendrer, on ne peut pas le savoir. Et au moment où nous sommes encore là maintenant, on peut se mettre ensemble pour le faire, et on voit le mal, tout le monde voit le mal là. Il faut le faire une fois pour toutes. Ouais, il faut le faire une fois pour toutes. Et je compte bien sûr sur la collaboration, sur l'implication de tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale pour que cette proposition de loi puisse connaître un aboutissement heureux. Un dénouement heureux. Alors, au cas où... vous avez parlé, vous avez posé, vous m'avez demandé ce que mon adresse aux populations. À la population. Oui. Je voudrais dire à nos concitoyens, à tout le peuple béninois, que la révision de la Constitution dont il s'agit n'est pas une révision qui permet au président Patrice Talon de s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas une révision qui donne un troisième mandat au président de la République. Mais c'est une révision qui nous permet d'avoir un code électoral qui va nous permettre d'organiser les élections pacifiquement et sans polémique. D'accord. Voilà.
Eh ben. Oui, un message également à l'endroit des partis politiques, parce que là, maintenant, il faut quand même que le BR puisse entreprendre des démarches vis-à-vis de ces partis politiques, parce que dans l'opinion publique aujourd'hui, le BR ou le député Hassan Seyibou passe pour quelqu'un qui veut modifier la Constitution, alors même que Patrice Talon n'en veut pas. Non, le député Hassan Seyibou passe dans la tête de certaines personnes comme un incompris. Et il y a ceux qui font de ce sujet-là un débat politicien. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, l'opportunité d'aller vers cette réforme, tout le monde la juge pertinente. Mais quand on s'en prend, il ne s'agit pas d'Assad. Il s'agit du Bénin. Il s'agit de notre Bénin d'aujourd'hui et de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner plus de légitimité à tout ce que nous faisons? D'accord? Oui. Si on fait ça et on parraine librement, facilement, vous allez voir à chaque année électorale, si on va vers cette modification, à chaque année électorale, on n'aura même pas plus besoin de toucher au code électoral, de penser à toucher à la Constitution. Ça va s'éterniser. On fait les élections, les députés et les maires, on parraine librement les duos candidats et puis on évolue comme ça. Mais si on pense qu'il faut laisser la Constitution à l'État et toucher au code électoral, nous sommes tous béninois, vous allez voir que le problème va se poser encore. Est-ce qu'il y a un intérêt politique particulier à faire l'élection présidentielle avant les autres, ou bien c'est juste pour... vous êtes un acteur politique, hein? Est-ce que celui qui est élu président de la République ne va donc pas travailler à avoir une majorité confortable au Parlement et tout? Et c'est pas si la démarche voulue par le BR. Bon, cette démarche, je ne dirais pas qu'elle ne veut pas ça. Cette démarche même, on ne sait pas celui qui sera président en 2026. 2026 à 2031, on ne sait pas encore. Vous êtes d'accord? Mais il est quand même normal pour un pays qui se veut un développement harmonieux, il est quand même normal qu'on permette au président qui sera élu en 2026 d'avoir un parlement qui l'accompagne. Un parlement qui l'accompagne. Mais pas un parlement monocolore. Comme vous avez l'habitude de le dire. Un parlement où il y a une majorité confortable, vous voulez dire. Voilà. C'est parce que nous n'aimons pas respecter les lois établies, d'accord, que nous passons de côté de l'essentiel et puis on se chamaille autour. On se chamaille autour. C'est ça. Si chaque Béninois ou bien chaque parti politique peut faire l'effort de respecter les textes établis, parce qu'ils ont choisi librement d'être des acteurs politiques, je pense que chaque chose sera à sa place. Mais vous savez, je ne vais pas revenir sur la 8e législature. Oui. Mais nous avons travaillé à la 8e législature pour que le Bénin soit là. Bien que vous soyez monocolore. Bien que nous soyons monocolores, nous avons travaillé avec une objectivité dans l'intérêt général de nos populations. Sinon, on était à 100% acquis à la cause du président de la République. On pouvait manipuler les choses comme on voulait, mais on n'a pas fait ça. C'est pourquoi je dis que le président de la République, il faut qu'on lui rende hommage. Est-ce que dans le temps vous avez... Patrice Talon, il faut qu'on lui rende hommage. C'est un grand visionnaire. C'est un homme qui est respecté des tests et qui a le souci de voir le Bénin se hisser à un certain rang. D'accord? Dans le Conseil des Nations. Mais quand on va mettre tout son temps à polémiquer autour des questions qu'on a l'opportunité de régler tout le temps et laisser l'essentiel, vous voyez qu'on ne va jamais sortir. Quelle va donc être la démarche du BA à partir de maintenant que vous avez décidé d'expliquer un peu à la population la démarche, ce qui est voulu à travers cette proposition de loi? Vous avez fait quoi désormais? Le groupe parlementaire BA va continuer par discuter avec les deux autres groupes parlementaires et pour montrer l'importance de la proposition de loi qui mérite d'être accompagnée par tous les députés représentés aujourd'hui et à l'Assemblée nationale. Le Bloc républicain, j'ai dit et je le répète, s'inscrit dans une démarche consensuelle. Le Bloc républicain reste ouvert à toutes sortes de négociations, de discussions, d'échanges, même avec les acteurs qui ne sont pas représentés au Parlement. Il ne s'agit là donc pas de faire une marche forcée en fait? Non, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Si nous faisons une marche forcée, c'est pour aller où? On tente 28 députés. Les démocrates, 28 députés.
Les autres 53, on est d'accord, pour faire les 109. Alors qu'on a besoin de tout le monde autour de cette question-là. On n'a pas besoin on n'a pas besoin des 88, 82, non, on a besoin de tous les 109 députés pour faire aboutir cette proposition de loi. Est-ce que vous comprenez un peu la démarche du président de l'Assemblée nationale quand il a fait cette proposition de loi-là à la commission des lois? Il aurait pu automatiquement dire, bon, à partir de maintenant, on met en place, comme cela se dit dans l'opinion, on convoque une session parlementaire pour étudier et puis évoluer, ou bien c'est comme ça? Ça ne passe comment au Parlement? Le Parlement ne fonctionne pas comme ça. Ah, mais c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On pense que quand aussitôt le test est venu... Non, c'est les élites politiques d'une certaine chapelle politique qui mettent ça. Et ça, concernant que c'est pas ça. Mais ils mettent ça, d'accord, dans la tête de nos papes. Pour embrouiller l'opinion. Ça ne se passe pas comme ça. Quand il y a quand il y a un député, d'accord, un parlementaire qui dépose une proposition de loi, ou bien c'est le gouvernement qui envoie un projet de loi, et nous avons 5 commissions. Le président, conformément au règlement intérieur, juge de la pertinence, d'accord, de la commission qui doit traiter, étudier cette proposition de loi ou ce projet de loi. Et les commissions qui doivent être associées. C'est comme ça, le président de l'Assemblée nationale, il a affecté. Si on ne fait pas les travaux préliminaires en commission, ça ne peut pas venir en plénière. C'est comme ça se passe. Voilà. C'est pourquoi il a affecté à la commission des lois, qui est la commission compétente, d'accord, et a invité les autres commissions à se joindre à la commission des lois pour avis. Voilà. Il y en a qui ont plutôt pensé que c'était une patate chaude que le président a voulu lâcher pour avoir la paix. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que dans les coulisses, donc, vous travaillez déjà de concert avec vos collègues députés pour leur dire quelle est la position de l'UP Le Renouveau en ce moment par rapport à cette proposition de loi-là? Bon, je ne suis pas député de l'UP Le Renouveau. Mais vous êtes tous de la majorité présidentielle. J'arrive. Je ne suis pas député de l'UP Le Renouveau. Je suis député du groupe parlementaire du Bloc républicain. Et ce que je sais, c'est que l'initiateur de la proposition de loi, qui reste le président de mon groupe parlementaire, a consulté, je l'avais dit. Oui. Ce qui est sûr, les discussions seraient peut-être, probablement, en cours au sein de ce groupe parlementaire. Et d'ici, sous peu, on pourra apprécier leur position. Est-ce que le Bloc républicain... On va apprécier aussi la position des députés du groupe parlementaire. Est-ce que vous sentez aujourd'hui aussi, le Bloc républicain, un besoin d'informer aussi vos militants? Parce que là, en ce moment-là, au sein du Bloc républicain, c'est comme si, bon voilà, on ne dit rien à la base. Quelle démarche vous m'aidez aujourd'hui? Vous savez, le Bloc républicain a des instances. D'accord. Le Bloc républicain a des instances. Nous avons le secrétariat exécutif, d'accord. Nous avons le bureau exécutif national. Nous avons le bureau politique. Il y a des canaux d'information. Les gens sont informés. Mais penser que le député du Bloc républicain doit prendre l'avis des instances du parti avant de déposer une proposition de loi est une erreur. Et ne pas connaître le rôle du député. Et ne pas connaître ce qu'est un député. Mais il y en a qui alimentent ce qu'ils veulent dans l'opinion pour dire que le groupe parlementaire et un tel député, il n'a pas consulté les instances du parti, c'est faux. Mais les instances du parti seront informées de la démarche de nous, députés du groupe parlementaire. Vous confirmez donc que cette démarche de Hassan Sibou est une démarche collégiale? Oui, nous sommes associés. Oui, nous sommes associés, tous les députés du Bloc républicain de façon unanime. N'écoutez pas l'intoxication qui est véhiculée certaines presses. Oui, mais quelle démarche vous menez au sein du groupe parlementaire, le BR, pour, comment je veux dire, étouffer donc cette communication que vous semblez trouver un peu plus bas en fait? Non, cette communication que les gens ont organisée, peut-être pour embrouiller l'opinion, nous, on n'a pas... Il faut sortir le mot, c'est une cabale carrément. Oui, on ne va pas étouffer la démarche. Mais nous allons faire ce qui est de notre devoir pour que les populations, nos concitoyens savent que nous sommes dans le bon chemin. Et finalement, ils vont se faire découvrir. Ils vont se faire découvrir eux-mêmes. Voilà.
Est-ce que vous ne retournez pas un peu à ce passage public-là qui pense que le peuple périt faute de connaissances? Parce que là, il y a aussi des acteurs de la société civile qui, aujourd'hui, disent « nous ne voulons pas de la Constitution voilà. ». Vous comprenez cette démarche-là? Je serais à la place de ces responsables de la société civile. J'allais me rapprocher de l'initiateur de la loi pour savoir de quoi il s'agit. Pour mieux comprendre, en fait. Pour mieux comprendre ses motivations. Je ne l'accuse pas, ils sont dans leur rôle. Oui. Ils sont dans leur rôle. Mais, dans une démarche responsable, c'est de savoir, mon frère, honorable, vous avez posé tel acte, quelles sont en réalité vos motivations? On veut savoir. Mais que de sortir, de faire des déclarations. Ces déclarations-là ne sont pas des déclarations responsables, hein, ça embrouille. Non, ça embrouille, c'est pas bien. Nous sommes là pour établir la vérité et conduire notre peuple dans le bon chemin. On n'est pas là parce qu'on est responsable de la société civile. On dit ne touchez pas. Mais les gens savent, hein, ils savent. Si le président Patrice Talon voulait d'un troisième mandat, c'est pas là. On avait déjà modifié une fois la Constitution. Mais pourquoi on dit aujourd'hui que si vous enlevez une virgule, non, c'est faux. Il ne veut pas d'un troisième mandat. Justement, c'est parce que les gens sont inquiets parce que c'est à 2 ans, nous sommes pratiquement à 2 ans ou moins de 2 ans de la fin du mandat. Je vous dis et je répète que le président Patrice Talon ne veut pas d'un troisième mandat. Si vous voulez d'un troisième mandat, la seule révision que nous avons faite en 2019 suffit pour qu'il se dise que je veux un troisième mandat. Il dit qu'il ne veut pas un troisième mandat. Qu'est-ce qu'on veut modifier dans cette loi de proposition qui lui donne droit à un troisième mandat? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez pensé, avec tout ce qu'il y a comme cabale aujourd'hui contre le BR, contre le député, ou en fait, contre les députés BR, est-ce que vous pensez qu'il faille retirer cette proposition de loi? Mais pourquoi on va retirer? Mais pour quelle raison? Si on retire, on n'est pas responsable. Si on retire, on n'est pas conséquent. Pourquoi il va retirer? Il ne va pas retirer. On va aller jusqu'au bout. Vous assumez? Oui, vous allez jusqu'au bout. Pleinement. Oui. On assume pleinement, mais on s'inscrit dans une démarche responsable de consensus pour faire aboutir la proposition de loi. Mais pas retirer. Non. Il n'y aura pas question de retirer. On va retirer pourquoi? Est-ce que vous pensez aussi qu'on pourrait améliorer aussi cette proposition de loi-là? Mais personne n'a la science infuse. Hein. D'accord? C'est pourquoi je dis que c'est déjà envoyé en commission. Lorsque les travaux vont commencer dans la commission, à la commission des lois, les députés, nous sommes 109. Bon, père à son âme, il y a un des autres qui n'est plus là. Bon, on est 108 aujourd'hui, mais je pense que son suppléant viendra. Mais les 108 qui sont là, on sera en commission, on va étudier, on va voir s'il y a des choses qu'il faut améliorer. Je l'ai dit tout à l'heure, on va améliorer. Mais pas parce que nous on a déposé cette proposition de loi. Sans toucher aux fondamentaux. Sans bien sûr toucher aux fondamentaux. C'est-à-dire limitation d'âge, limitation de mandat, on ne touche pas. On ne touche pas à ça. Si on touche à ça, ça veut dire qu'on va dans le décor. On ne touchera pas. Je vous refais la question, honorable Soukou Ekpe. Est-ce qu'il y a des craintes, des risques que le texte qui est là en ce moment ne soit pas celui qui sera validé à la fin des travaux, ou bien comment ça se passe? Je dis et je répète. Parce que c'est aussi l'atteinte des populations. C'est de dire peut-être qu'il y a un texte qui est sous la table et qu'on va à ce moment substituer très rapidement. Non, c'est pas vrai. Ça ne se passe pas comme ça au Parlement. Dites-nous comment ça se passe alors. Quand vous allez en commission, d'accord, il y a les assistants qui sont là, il y a le président de la commission qui prend le décor, le ministre est là, tout le monde, les collègues sont là. Tout ce qui est fait là, c'est comme des déclarations sur l'honneur. C'est consigné en fait. C'est consigné totalement. Comme ça, vous faites au tribunal. Non, oui, c'est consigné. Vous n'avez pas le droit de modifier n'importe quoi que ce soit. Et si ça vient en plénière maintenant, tout ce qu'on fait en plénière là, c'est enregistré automatiquement. Hein. D'accord. Et dans 1000 ans, vous allez revoir. Hein. Vous allez réécouter votre voix. Hein. C'est transcrit et c'est enregistré. Personne ne peut rien modifier, tricher ou susciter. Non. Ça, c'est la méconnaissance des pratiques parlementaires qui fait que certains de nos compatriotes confondent tout. Confondent tout. Il faut être, une fois député, connaître mieux les pratiques parlementaires, comment ça fonctionne pour savoir. Mais quand vous n'avez jamais été député, vous allez rester là-bas en train de faire, dire je suis président du parti politique, je suis leader, je suis comme leader d'opinion et autres, vous allez traverser les trucs, c'est pas bon. Nous sommes pratiquement à la fin, nous tendons un peu vers la fin déjà donc, de cette émission. Nathanaël Soukou Ekpe, dites-nous personnellement, que pensez-vous des troisième mandats dans la sous-région? Merci.
cher ami le journaliste, je pense que les troisièmes mandats ne sont pas opportuns dans le contexte où l'Afrique veut aujourd'hui se développer aussi comme les autres nations. Regardez les autres pays où les gens sont là depuis 30 et quelques, 20 et quelques. C'est pas bon. Lorsque ça s'explose là, ça embarque tout le monde. C'est pas bon pour le développement. Les troisièmes mandats, il faut, en tant que un vrai démocrate, d'accord, il faut lutter contre les troisièmes mandats. Dans nos États, mais comme les réalités varient d'un État à un autre, vous voyez à côté de nous, vous voyez ce qui se passe. Vous voulez parler de quel pays déjà? Non, les gens sont à côté. À côté, ça se comprend. À côté, les gens sont là depuis des années. Mais le président Patrice Talon n'est pas dans cette logique-là. Non, il n'est pas dans cette logique. Il veut que lui, il s'en aille, que quelqu'un d'autre vienne continuer, le entamer. C'est ça. Votre mot de la fin, on comprend la question de Axel, c'était pour représenter la position, pour savoir si en temps vous aviez des intentions cachées d'offrir un troisième mandat. Il n'y a pas un troisième mandat à cautionner à la mouvance présidentielle. Voilà. Votre mot de la fin, un message à l'endroit des populations qui nous écoutent, nous suivent en ce moment, et des partis politiques qui aujourd'hui ne prennent pas part à ces débats, mais qui ont déjà des positions tranchées. Je pense que les partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale et qui ont des positions tranchées n'ont pas raison d'avoir ces positions-là. Ils pouvaient, à toutes fins utiles, inviter l'initiateur, puisqu'on est dans une république, et la révision de la Constitution engage tout le monde. Ils pouvaient inviter l'initiateur de la proposition de loi, d'accord, pour connaître ses réelles motivations, comme ce que j'ai lancé tout à l'heure à l'endroit de la société civile. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris en même temps position. Non, ce n'est pas des trucs qui arrangent. Ce n'est pas des trucs qui arrangent. Ce n'est pas des trucs qui arrangent. Je voudrais inviter, pour finir, tous nos concitoyens à être rassurés que le président Patrice Talon n'est pas demandeur de la révision de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir ou pour avoir un troisième mandat. D'être rassurés. La révision, la proposition de loi déposée au Parlement n'envisage pas non plus donner un troisième mandat au président Patrice Talon. La proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale, c'est seulement dans l'intention d'harmoniser les textes, le code électoral et la Constitution pour pérenniser les acquis de la démocratie. Soyez rassurés, chère population. Moi, je suis de la mouvance présidentielle, mais je crois, et vous devez croire comme moi, que le président Patrice Talon a accepté même d'écouter son mandat au bénéfice de la réforme que nous sommes en train d'engager. Soyez rassurés que nous ne ferons rien qui ira contre l'intérêt général de nos populations. Nathanaël Sokpo-Ekpe, vous êtes vice-président du Bloc républicain, député, président du sous-comité politique, commerciale, douanière et fiscale du comité interparlementaire de l'UEMOA. Axel Eman-Balo, je vous de la fin. Oui, nous remercions donc l'honorable d'être passé. On retient définitivement qu'il n'y aura donc pas un troisième mandat ici au Bénin. Pas comme ça se passe sous d'autres cieux. Mais ici au Bénin, il n'y aura donc pas un troisième mandat. L'honorable l'a confirmé tout à l'heure. Eh bien, cette modification du code électoral et de la Constitution rime évidemment avec ce qui est donc désormais, ce qu'on peut désormais appeler, eh bien, la logique constitutionnelle. Merci à chacun et à tous. On se retrouve très prochainement et à très vite.